3,6 millions. C'est le nombre d'Ethereum qu'un hacker a volé en 2016. À l'époque, le butin se chiffrait à 50 millions de dollars. 6 ans après, avec le prix de l'Ethereum, aujourd'hui, le butin se chiffre à 4 milliards de dollars. Alors que ce hack reste l'un des plus gros mystères de l'univers des crypto-monnaies, 6 ans après et au moyen d'une longue enquête, le hacker a enfin été démasqué. Début 2016, la blockchain Ethereum venait tout juste d'apparaître. Et il n'y avait qu'une seule application qui intéressait les gens, la DAO. DAO pour Decentralized Autonomous Organization, ou tout simplement en français, Organisation Autonome Décentralisée. Alors, comment ça fonctionne? Il faut voir la DAO comme ce qui existe dans la finance traditionnelle et qu'on appelle un fonds de private equity. Simplement, cette fois-là, il est décentralisé car il est basé sur un smart contract. En gros, chaque personne investit un ou plusieurs Ethereum dans la DAO et reçoit en échange des jetons de la DAO, ce qui lui confère un ou plusieurs droits de vote. Et donc, ça permet à cette personne de voter pour les projets qui seront soutenus ensuite par la DAO. C'est alors que, le 30 avril 2016, la levée de fonds intervient et atteint 9 millions de dollars sur les 2 premiers jours. Une fois la levée de fonds terminée, la DAO détenait 15% de tous les jetons Ethereum en circulation. Et par conséquent, le prix de la crypto a augmenté significativement. Quelques semaines plus tard, le 28 mai 2016, à Singapour, Toby Enish, qui est à l'époque le CEO et le cofondateur de Tenix, une société spécialisée dans l'émission de cartes bancaires qui permettait de payer directement en crypto-monnaie, était très fan de l'idée de la DAO et a même eu l'idée d'aller encore plus loin. Selon lui, il serait intéressant de proposer un système de paiement intégré qui s'appellerait alors DAO Pay. C'est une aubaine pour lui. Il a une société spécialisée dans les moyens de paiement et voilà qu'il veut intégrer ces moyens de paiement dans la DAO. En travaillant sur la faisabilité de son projet et en analysant la DAO, il se rend compte que des failles existent sur cette dernière. Il porte alors ces failles à la connaissance de l'un des cofondateurs de la DAO. Salut Griff, tu sais je bosse sur mon projet DAO Pay et en analysant un peu plus la DAO, je me suis aperçu qu'il y avait des failles. Dis-moi quand t'es dispo pour qu'on en discute. Mais malheureusement, ce dernier n'en tiendra pas compte, ce qui aura d'énormes conséquences. Le 17 juin 2016, l'Ethereum a atteint un nouveau record historique de 21,52 $. Griff Green, un membre important de la DAO, reçoit un message sur son téléphone d'un autre membre qui disait que quelque chose de bizarre se passait. C'est moi où il se passe un truc bizarre sur la DAO. On dirait qu'une partie des jetons ont été retirés. Appelle-moi. Il semblerait que des Ethereum qui avaient été échangés contre des jetons DAO soient en train de se volatiliser. Au moment où Griff Green a reçu ce message, 258 Ethereum avaient déjà disparu. Quelques heures plus tard, c'est plusieurs millions d'Ethereum qui sont détournés eux aussi. Le butin se chiffre alors à 50 millions de dollars, soit 31% de l'Ethereum présent dans la DAO et 5% de la capitalisation totale de l'Ethereum. La nouvelle se répandit rapidement. L'Ethereum qui était à 21 $ chute brusquement à 14 $. L'équipe de la DAO a alors compris qu'un hacking avait eu lieu. Et en poussant les investigations, ils ont compris comment le hacker s'y était pris. Pour rappel, dans la DAO, il suffit d'investir des Ethereum pour pouvoir récupérer des jetons de la DAO. Le hacker l'a bien compris et a donc codé un smart contract malveillant qui permettait alors de retirer des Ethereum sans restituer les jetons de la DAO. Ce coup de génie lui a donc permis de retirer des Ethereum qui appartenaient à d'autres personnes qui détenaient alors des jetons DAO qui ne valaient plus rien. Après plusieurs semaines de panique et de querelles au sein de la communauté Ethereum, la blockchain Ethereum a été scindée en deux. Tous les Ethereum qui se trouvaient encore dans la DAO ont été déplacés vers un contrat de retrait, ce qui permettait aux personnes ayant investi dans la DAO d'envoyer leurs jetons et de récupérer les Ethereum en échange, et de les investir sur la nouvelle blockchain qui vient d'être créée, et qui est la blockchain Ethereum telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'ancienne blockchain Ethereum, qui attirait encore quelques partisans et spéculateurs, a continué, mais sous le nom d'Ethereum classique. Donc c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui il y a deux Ethereum. L'Ethereum dit normal, qui est en réalité une nouvelle blockchain Ethereum créée suite au hack de la DAO, et l'Ethereum classique qui lui correspond à la blockchain Ethereum d'origine, donc celle qui a subi le piratage. Quand bien même une nouvelle blockchain a été créée,
le moral n'est pas au beau fixe dans la communauté Ethereum. Beaucoup d'investisseurs se retrouvent sans rien, avec un hacker qui s'est volatilisé dans la nature et qui n'a laissé aucune trace, du moins jusqu'à aujourd'hui. Par définition, la blockchain est anonyme et c'est d'ailleurs tout ce qui fait son intérêt. Pourtant, cette fois-ci, au moyen d'une longue enquête qui aura duré 6 ans, l'identité du hacker a été retrouvée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette enquête a mobilisé un certain nombre de personnes. Mais parmi elles, c'est surtout 2 personnes qui vont se démarquer. La première, c'est la journaliste Laura Shin. Sans elle, cette enquête n'aurait jamais vu le jour. Passionnée par la technologie de la blockchain de manière plus générale, par les crypto-monnaies, cette journaliste était convaincue que l'identité du hacker pouvait être retrouvée. À côté d'elle, on va retrouver la société Chainalysis qui est spécialisée dans la compliance. Et plus précisément, cette société est spécialisée dans l'analyse de blockchain via des algorithmes très puissants qui permettent de tracer des flux de manière très précise. C'est en grande partie grâce à cette société qu'il a été possible de cartographier tout ce que le hacker a fait, de comprendre les étapes qui ont suivi son hacking et qui ont permis de remonter jusqu'à lui. Cependant, la société Chainalysis ne dit pas tout. Et notamment, elle ne dit pas exactement la manière dont ont fonctionné ces algorithmes pour pouvoir retrouver la trace du hacker. Et ça peut se comprendre. Cette société est la seule au monde à pouvoir utiliser des algorithmes aussi puissants, ce qui fait toute la valeur de cette société, et il serait stupide de dévoiler au monde entier la manière dont elle s'y est prise. Première étape, une fois avoir dérobé les Ethereum, le hacker a d'abord voulu les échanger pour pouvoir s'en débarrasser et brouiller les pistes. Il est alors passé par un exchange décentralisé nommé Shapeshift et qui permet d'échanger des crypto-monnaies en une autre forme de crypto-monnaie, ce qui lui a permis d'échanger tous ses Ethereum contre des bitcoins. C'était effectivement très malin, car à l'époque, Shapeshift ne demandait aucun KYC, c'est-à-dire que vous pouviez échanger vos crypto-monnaies contre d'autres sans rentrer aucune information personnelle vous concernant. L'identité du hacker n'était donc pas connue de la plateforme, même si tous les mouvements sur la blockchain étaient visibles. Deuxième étape, le hacker utilise alors les services d'un coin tumbler ou coin mixer qui s'appelle Wasabi. Ce coin mixer a pour but de mélanger des crypto-monnaies pour les rendre encore plus intraçables. Grosso modo, j'envoie 10 bitcoins dans le coin mixer, cela les mélange avec d'autres bitcoins et je retire 10 bitcoins à la fin. Sauf que ce n'est pas les mêmes que ceux du départ. Le hacker est alors très content. Il dispose du même nombre de bitcoins, sauf que désormais, ils sont propres. Ce ne sont plus les bitcoins qui résultent de l'échange des Ethereum qui ont été volés sur la DAO. Et c'est là que Chainalysis déploie un algorithme encore plus puissant. Cet algorithme a permis de démixer les transactions et donc de déterminer, une fois que les bitcoins ont été mixés, quels sont les bitcoins qui en réalité appartenaient aux hackers. Une fois que ces bitcoins ont été identifiés, ils ont été suivis. Et on s'est alors aperçu qu'ils avaient été envoyés sur 4 différentes plateformes d'échange des crypto-monnaies. On arrive alors à la troisième étape. La journaliste Laura Shin est entrée en contact avec un employé d'un de ces 4 exchanges de crypto-monnaies. Par chance, un ami à elle travaillait dans une de ces plateformes. Elle lui explique alors la situation et elle lui indique qu'elle avait besoin de savoir ce que devenaient les bitcoins du hacker afin de pouvoir continuer à suivre leur parcours. Salut Jeff, c'est encore moi. Tu as pu avancer sur ma demande? Tu sais ce que sont devenues les crypto-monnaies? Son ami, qui travaillait dans l'une de ces plateformes, a alors fait ce qui n'arrive jamais en temps réel. Il explique à la journaliste qu'une partie des fonds a été échangée contre des green coins, l'autre partie restant en bitcoin. Ces green coins ont alors été retirés sur un nœud nommé green.toby.ai. La situation est totalement inédite. Il faut préciser que ce genre d'information n'est jamais révélé de la part des plateformes de crypto-monnaie. Sauf que ce hack a suscité tellement d'interrogations au plus haut niveau de l'État et dans différents pays que l'employé a délivré ces informations. L'employé poursuit alors les investigations et il s'aperçoit que d'autres nœuds similaires sont présents sur Green et on s'aperçoit que l'adresse IP de ces nœuds a permis de les localiser à Singapour. Toby, 10x, Singapour, il n'y a quasi plus de doute. Le hacker serait donc cette même personne qui 6 ans plus tôt, en 2016, avait identifié des failles dans la DAO et en l'absence de réponse à l'époque, se serait tout simplement servi. Toby Enish serait donc le hacker responsable du plus gros hack de la blockchain Ethereum et qui a même menacé de faire disparaître la crypto-monnaie à tout jamais.
Laura Shin et l'ensemble des membres de l'équipe d'enquête ont vraisemblablement résolu en 6 ans ce que personne n'avait réussi à retrouver. Avant de publier son enquête, la journaliste a alors envoyé un document détaillant l'ensemble des preuves à Toby Enish, le désignant comme le pirate informatique. Ce dernier fait alors usage de son droit de réponse et écrit dans un email: Votre déclaration et votre conclusion sont factuellement inexactes. Par ailleurs, dans cet email, Enish a proposé de fournir des détails qui prouveraient son innocence. Cependant, malgré les relances, Toby n'a fourni aucun détail supplémentaire et ne répond plus à aucune sollicitation. Toby est piégé, il le sait, et cette affaire est loin d'être terminée. Bien que cette affaire ne soit pas totalement terminée, puisque des poursuites pénales peuvent avoir lieu, le hack de la DAO permet de comprendre 2 choses. Premièrement, la blockchain n'est pas si infaillible que ça. Un smart contract peut être piraté. Deuxièmement, la blockchain n'est pas si anonyme que ça. Si on souhaite retrouver quelqu'un et qu'on y met les moyens nécessaires, il est alors possible de retrouver cette personne.